Simon Boucher vend de la viande pourrie. Si le trésorier de l'association tape dans la caisse, si des salariés déchirent la chemise d'un cadre, tous ces gens-là se font virer, ont des emmerdements et sont poursuivis, etc. Mais Balkany, Sarkozy, Fillon, Cahuzac, Dassault, eux, ne craignent rien et reviennent. Ça, c'est des personnages visibles. Il y a François Fillon, voilà. Mais derrière François Fillon, autour de François Fillon, avec François Fillon, il y a beaucoup de monde qui... c'est pas un complot, hein, c'est pas des gens qui sont... mais il y a un réseau, il y a une structure, il y a des relations nombreuses et peu connues du public. Ce qui nous semblait intéressant à l'occasion de cette campagne présidentielle, c'est de se dire, bon voilà, il y a des candidats, mais autour des candidats, effectivement, il y a des entourages. Et peut-être que en étudiant, en regardant qui compose ces entourages, on peut peut-être avoir une sorte d'image grossie de certaines fractions de la classe dominante. François Fillon, en gros, son credo, c'est de dire n'ayez pas peur. Il faut accueillir le patron et accepter son pouvoir. Le programme de François Fillon, c'est vraiment un programme qui a été conçu avec l'idée que le stade suprême du néolibéralisme, c'est le moment où, en gros, vous remettez les clés à des patrons qui vont soutenir un candidat, ça c'est pas nouveau, mais produire les éléments clés de son programme et ensuite faire campagne pour lui. Et donc, on retrouvait dans son entourage la structure de la fraction économique de la classe dominante, c'est-à-dire que vous avez des financiers qui fixent le cap, c'est Henri Decastre, ancien patron d'AXA, qui, en gros, s'est positionné jusqu'à l'affaire Fillon comme un Premier ministre possible. Vous avez l'ancien dirigeant de Numéricable, Pierre Danon, qui a non seulement participé à la production du programme, mais qui a aussi fait la tournée des popotes pour aller faire des réunions publiques où il défendait le programme de François Fillon. Vous avez François Bouvard, qui était l'ancien patron d'un cabinet de conseil en stratégie américain qui s'appelle McKinsey, le patron français de ce cabinet de conseil, qui par ailleurs connaissait l'équipe Fillon parce que c'était ce cabinet qui avait participé à la conception de la révision générale des politiques publiques qui, sous la présidence Sarkozy, avait consisté à forcer les différentes fonctions publiques à réduire la voilure. Vous avez toute une série de gens qui sont passés par le MEDEF ou qui occupent encore des positions à la direction du MEDEF. Et puis vous avez aussi évidemment des hauts fonctionnaires, mais quand on regardait les hauts fonctionnaires qu'il y avait parmi l'entourage immédiat de François Fillon, on retrouvait des fonctionnaires un peu particuliers. Leur carrière a consisté à accélérer ce processus de néolibéralisation, c'est-à-dire de soumission de la chose publique, non seulement aux intérêts, mais à la logique même de l'économie, c'est-à-dire la recherche du profit. Quand on y pense, quand même, ce qui est très intéressant, c'est que dans la société de conseil qu'il a créée juste avant de devenir député, une partie de ses clients sont ses patrons qui par ailleurs le conseillaient. C'est-à-dire que vous aviez Henri Decastre qui était le patron d'AXA, et AXA était client de la société de conseil de François Fillon. Même chose pour Monsieur Marc Ladré de la Charrière, qui était le patron de Fimalac, qui possède la revue des Deux Mondes, qui a employé Madame Fillon, qui visiblement était aussi client de la société de conseil de Monsieur Fillon. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez Jacques Chirac comme ami. Je sais que vous avez des amis partout. Par exemple, François Hollande, que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi François Fillon. Donc en politique aussi, vous êtes éclectique. C'est-à-dire François Fillon, il faut savoir que je le connais depuis plus de 30 ans. Je crois que il a pu voir que la France devait changer de logiciel. Parce que le logiciel dans lequel nous vivons, alors qu'il y a une mondialisation, alors qu'il y a la digitalisation, remonte il y a 30 ans. Et simplement un exemple, c'est que le modèle social dont on était très fiers, depuis 30 ans, où est-ce qu'il nous a conduit? Mais comment vous pouvez être ami avec les deux François et avec l'autre, François Hollande? Alors, François Hollande, je le connais aussi depuis 20 ans. Nous avions des bureaux communs, pas communs, mais proches. L'un rue Solferino, moi rue de Lille, et nous allions prendre des cafés ensemble. Ça crée des liens, monsieur El Kabbach. C'est le même système autour de Macron. Macron, c'est le mythe pompidolien du banquier lettré.
lettré. Macron. Il a été, entre guillemets, l'assistant de Paul Ricoeur. Il a loupé l'école normale, mais il a plusieurs fois tenté d'y rentrer. Il écrit dans Esprit, il explique de philosophie. Il a une prétention lettrée, Macron. Et donc, c'est à la fois ce mythe pompidolien du banquier lettré, puis c'est aussi le fantasme un peu giscardien, quoi, du jeune homme bien sous tout rapport. Le Canuet, Giscard. Et quand on regarde un peu son entourage, on retrouve différentes touches. Il y a une touche deuxième gauche qui est indubitable. C'est-à-dire qu'on retrouve dans l'entourage immédiat d'Emmanuel Macron des gens qui étaient proches auparavant de Dominique Strauss-Kahn. On retrouve aussi des gens qui ont incarné jusqu'à présent l'expertise public, comme un économiste comme Jean Pisani-Ferry, qui était à la direction de ce qu'était autrefois la direction générale du plan, et qui maintenant s'appelle... Commissariat à la prospective, non ? Commissaire général à la stratégie et à la prospective. Et de nombreux experts autour de lui. Et puis, il y a aussi effectivement des milieux d'affaires, là davantage tournés vers la banque ou des gens qui se sont enrichis dans des startups plus récemment. Dans cela, c'est pas tout à fait le même monde patronal que celui de François Fillon. Pour autant, il y a quand même des points de contact indubitables. Ce que vous dites, c'est qu'il y a ce pouvoir. D'abord, c'est l'idée de concert, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'instrumentistes. C'est ça que ça veut dire. Okay. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'instrumentistes, et puis il y avait une idée derrière. Alors là, pour le coup, on l'avait directement emprunté à Bourdieu, qui citait Leibniz. Enfin bon, il y a tout un truc. Mais c'était l'idée de départ, il parle de deux horloges. Comment on explique qu'il y ait deux horloges, l'une à côté de l'autre, qui indiquent exactement la même heure ? Alors on peut faire plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse, c'est qu'il y a quelqu'un qui les met à l'heure en même temps. Donc en gros, c'est la théorie du complot. On les concerte, on les met à la même heure. Il y a une deuxième façon de penser, c'est de penser qu'il y a des phénomènes cosmiques, supranaturels, qui organisent tout ça et que ça marche tout seul. Puis il y a une troisième façon de penser, c'est de se dire, mais ces deux horloges, elles ont été construites par les mêmes, elles ont été fabriquées de la même manière, et tout a été fait pour qu'elles s'accordent. Et l'idée du concert des puissants, pour nous, c'était ça. C'était de dire, les gens n'ont pas forcément besoin de se concerter en direct. Ils ont été formés dans des mêmes lieux, avec des mêmes visions du monde, dans le même type de famille, ont des loisirs communs, vivent dans les mêmes quartiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. Il n'y a pas besoin de chef d'orchestre. Voilà.